On a une espèce de systématique chez l'athlète qui montre que s'il n'est pas aligné avec son système de pensée, il va être souvent contre-performant. Observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et à partir du moment où on observe, on est susceptible de pouvoir le transformer, l'améliorer. Pour le mental, de faire et d'imaginer, c'est quasiment la même chose. Aux États-Unis, c'est carrément une obligation d'avoir... Pour les sportifs ? Oui. Sinon, ils ne sont pas joueurs de NBA, sinon pas un préparateur mental. La notion aussi de ne pas trouver des solutions à tout parce que ce n'est pas possible. Mais d'être dans le lien humain, pour moi, c'est capital. On accueille donc Sandrine de Clermont-Ferrand. Bonjour Sandrine. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci, préparatrice mentale. Alors ça, j'avoue que c'est toujours évidemment quelque chose de très intéressant et qu'on associe immédiatement à la dimension sportive. C'est le cas, en tout cas pour moi. Ouais. Vous avez commencé par là. J'ai commencé par être une adepte de la performance sportive parce que mon papa était cycliste professionnel. Donc j'ai été beaucoup autour des stades après quand il a arrêté le vélo. Et là, j'ai été assez stupéfaite par les différences qu'il pouvait y avoir entre les entraînements dans lesquels il m'emmenait, où les joueurs parfois étaient moyens. Et quand ils venaient faire appel à leur mental, ils performaient. Et donc ça m'a intéressée toute petite. Donc j'ai posé des questions aux entraîneurs, aux joueurs, parce que j'étais pas dans les vestiaires, mais j'étais sur le bord du terrain. Et voilà. Et entre-temps, j'ai aussi découvert l'hypnose. Et j'ai senti qu'il y avait une similitude. Et c'est plus tard que j'ai compris que j'ai la chance maintenant de pouvoir utiliser l'hypnose dans votre accompagnement et votre pratique. Et aussi les choses que j'apprends de par les sportifs me servent énormément pour les gens qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas connectés à leur corps. Je fais souvent ce parallèle. Je dis souvent que dans les voitures de course, par définition, c'est là où on va tester ce que les accessoires, les matériaux ou éventuellement les équipements qui viendront dans nos voitures classiques de tous les jours, plus tard. C'est comme ça qu'on teste. Ouais, et c'est sans doute au travers justement des performances des sportifs de haut niveau qu'on arrive ensuite à les adapter à monsieur et madame tout le monde. À connaître leur connexion, et oui. Savoir quel est le chemin de la connexion, ouvrir des portes que nous, on ne sait pas ouvrir. Par exemple, on a une espèce de systématique chez l'athlète qui montre que s'il n'est pas aligné avec son système de pensée, il va être souvent contre-performant. Et parfois, on peut penser qu'un athlète a vraiment envie d'être là pour gagner. Et finalement, son désir intrinsèque, vraiment dans son intimité, c'est pas tout à fait ça. Et, oui. Et du coup, il perd. Il est moins bon, au moins bon, et parfois il perd. Ouais, c'est vrai. Alors, sans doute, à l'époque de votre papa, il y avait déjà des préparateurs mentaux comme ça ? Non, il y avait mon papa, un monsieur, qui avait des techniques de préparateur mental assez problématiques avec le recul maintenant, qu'à l'époque, je trouvais peut-être intéressantes. Non, en fait, il n'y avait pas de... La part du mental est très récente en France et elle est encore balbutiante. Moi, je travaille plutôt à l'étranger d'ailleurs. Mais il y avait, en tout cas, de par mon regard de petite fille, une différence. J'avais cette sensation, cette intuition que telle personne, tel joueur, je savais qu'il était solide mentalement. Je ne saurais pas trop comment vous dire pourquoi je sentais ça. Et il y avait un lien de cause à effet entre le moment où il allait sur le terrain et où là, vraiment, il dépassait des limites qu'il n'avait jamais dépassées avant parce qu'il n'en avait pas besoin. Donc, il avait ouvert cette porte. Moi, je me disais, un jour, il y a forcément une méthode. Plus tard, j'ai compris que c'est pas une histoire de méthode, c'est une histoire d'intérêt à soi, d'ouverture, de curiosité. Mais cette porte, oui, elle est incroyablement intéressante si on part de l'athlète pour aller à l'individu.
mais un athlète est aussi un individu. Donc, ce que je travaille avec les gens par rapport au couple, etc., vient enrichir aussi mes leviers quant à la performance en préparation mentale. Et l'inverse aussi. Ouais, exactement. Ouais. Mm. Et c'est vrai que quand on voit évidemment des athlètes de haut niveau, je pense, voilà, un sport que tout le monde connaît, le football, quand on est à des niveaux internationaux, on peut se dire que physiquement, il n'y a pas grand-chose qui différencie un joueur de foot d'un autre. Peut-être quelques performances supplémentaires, mais c'est sans doute l'esprit, le mental qui fait toute la différence. Et ils ont pratiquement tous fait le même chemin. Et oui. Le même parcours. Oui, il y a une histoire de mental. Par exemple, si on dit à quelqu'un de s'asseoir sur un fauteuil, de tenir très fort les accoudoirs du fauteuil, je fais toujours cet exercice avec mes athlètes au départ, pour leur montrer quand même la puissance, même s'ils le savent, mais comme je commence à accompagner très tôt, on tient très fort les accoudoirs d'un fauteuil en pensant une vérité ou au moins quelque chose dont on est Donc là, certain. je peux le faire, là ? Oui, vous pouvez. Alors, donc, je me mets comme ça ? Oui, vous vous tenez très fort. Et je tiens fort. Voilà. Et vous pensez à une vérité, votre prénom, ou quelque chose avec laquelle vous êtes vraiment aligné. Okay. Si je m'autorisais à toucher votre bras, Marc, et que j'essayais de soulever votre main droite, par exemple, je n'y arriverais pas. Parce que vous êtes vraiment focus sur cette intention de maintenir de la puissance corporelle. Ça veut dire qu'à l'inverse, si vous y arrivez, c'est que je suis pas suffisamment focus. Par exemple, si vous dites, si vous commencez à énoncer une contre-vérité, un mensonge, ou même, et c'est un exercice que je fais beaucoup avec les athlètes, par exemple, quand je ne suis pas sûre qu'ils sont alignés avec leur objectif de carrière, et bien là, votre résistance, pourtant moi, je vais mettre la même puissance pour essayer de lever votre bras, mais vous n'aurez plus la même résistance parce que votre corps répond à votre alignement. Est-ce qu'il n'y a pas une similitude avec la kinésiologie, avec l'exercice du test musculaire ? C'est plus le fait que votre corps ne va pas mettre la même énergie parce qu'il est occupé à traiter une information parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, tout comme les exercices de pendule, quand on se tient debout et qu'on se concentre sur des choses qui sont vraiment ancrées en nous, alignées, et qu'on regarde vers quel endroit notre corps est attiré, ou l'avant ou l'arrière, et qu'on émet une hypothèse, ou même on peut s'interroger sur un choix qu'on vient de faire. Si le corps va dans un sens différent, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça ouvre une porte et ça pose une question qu'il est intéressant de travailler avec la personne. Et souvent, c'est des choses qui ont été mises un peu sous le tapis. Parfois, c'est un gros choc, mais très vite, ils me disent ça me parle en fait. Je comprends pourquoi il se passe ça dans mon corps. Donc, vous avez accompagné ces athlètes de haut niveau ? Vous continuez? Je les accompagne, oui. Encore aujourd'hui? Oui. Bon, ouais. On ne va pas citer de nom, mais c'est dans quelle discipline? Principalement le basket. Le basket. Ouais. Mais aujourd'hui, alors peut-être, je ne sais pas si c'est, visiblement dans les sports collectifs, oui, mais dans les sports individuels, ils ont tous soit des sophros, soit des hypnos, et des kinés, évidemment. Hein, mais sur l'aspect mental pur, tous les grands sportifs de haut niveau ont cet accompagnement. Hein. Alors, la particularité de la France, c'est que dans les clubs, souvent, il y a un préparateur mental qui est dédié au club. C'est-à-dire que quand un athlète choisit de faire une carrière à l'étranger ou de changer de club, il ne part pas avec son préparateur mental. Donc, même si maintenant, c'est quand même très ouvert et qu'effectivement, tout le monde a quand même un petit staff autour de lui, ça reste un peu différent de l'étranger. Par exemple, aux États-Unis, c'est carrément une obligation d'avoir... Pour les sportifs? Oui. Okay. Sinon, ils ne sont pas joueurs de NBA, sinon pas un préparateur mental, une personne qui s'occupe aussi de la parentalité, du couple, des liens... Dans la vie du joueur? En tout cas, en présence, si le joueur a une demande, et quelqu'un qui a été formé à toutes ces thématiques-là, au deuil aussi.
des choses qui sont comme pour nous, en fait. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que les clubs demandent aux préparateurs de remplir toutes ces cases-là, de pouvoir répondre à toutes ces questions. En tout cas, si le préparateur ne le fait pas, ne peut pas remplir toutes les cases, parce que c'est assez souvent le cas quand même. Il ne peut pas intégrer l'équipe. Il le fait, mais le joueur, si le joueur a vraiment des affinités particulières avec ce préparateur mental, il va travailler avec lui. Mais le joueur aura quand même on exigera de lui qu'il ait un encadrement très précis, peut-être avec d'autres personnes. C'est pas forcément la même personne qui est susceptible de tout faire. C'est plus commode, parce qu'une fois que la parole est libérée, qu'on a créé un lien de confiance avec quelqu'un, la performance, elle existe, mais parfois, dans un parcours de vie, elle peut devenir anecdotique. Quand on traverse un deuil, une rupture, on a beau être professionnel de n'importe quel sport, ça devient anecdotique en fait. Il y a ceux qui vont travailler avec les plantes, puis il y a ceux qui travaillent avec l'énergie divine, ce qui est mon cas. C'est pour ça qu'en fait, on peut tout traiter. On va mettre en corrélation l'âme, le corps et l'esprit. De ce fait, la personne va se soigner elle-même. On commence par 4 dates, 4 très belles dates sur Bordeaux, Lyon, Paris et Nice, à travers la voie Crystalis. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui vibre profondément en moi et de plus en plus chaque jour, j'ai envie de vous dire, afin de partager, vraiment de faire partager dans cet atelier immersif avec toutes les personnes qui auront la chance d'être présentes et qui se seront donné la chance d'être présentes, une manière de se reconnecter à qui nous sommes, de retrouver cet amour de soi, pas perdu mais que l'on a oublié. Donc à travers les exercices que je vais proposer, tout simplement on va, sous forme métaphorique, décanter, élaguer toutes les strates émotionnelles que nous puissions avoir, en tout cas les premières, pour retrouver cette lumière qui est en nous, encore bien dissimulée. La question qu'on se pose, pour sortir évidemment du cadre sportif et des sportifs de haut niveau, monsieur et madame tout le monde, est-ce que on pourrait dire qu'une personne qui aujourd'hui a les moyens d'être accompagnée par un préparateur mental peut atteindre tous ses objectifs de vie, sentimentaux, relationnels, sociaux, etc. etc. Alors, moi, je ne fais jamais de promesses de réussite. Donc, je pense qu'on ouvre des espaces à améliorer certains aspects de nos vies. À peut-être alléger certaines choses qui sont trop lourdes dans nos vies et surtout on apprend à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et à partir du moment où on observe, on est susceptible de pouvoir le transformer, l'améliorer et parfois on va observer une peur, une angoisse qui était là depuis très longtemps et finalement quand on l'observe et qu'on s'en approche d'une autre manière, on n'a pas forcément envie de s'en débarrasser, même si ça peut être bizarre. Ensuite, monsieur et madame tout le monde, non, ils ne vont pas aller jouer en NBA, malheureusement. Non, c'est sûr. Non, mais on ne parle pas de performance sportive. On parle vraiment d'être enfin aligné, heureux et bien dans son corps, dans sa tête et dans sa vie, quoi. Et de connaître les capacités incroyables du corps quand on est aligné. Parce qu'on connaît malheureusement les capacités du corps à nous envoyer des alertes lorsqu'on est malade. Mais il y a aussi l'inverse, on est capable de... La visualisation, par exemple, quand je l'utilise auprès des athlètes, elle me sert aussi... Il y a des petits exercices de visualisation qui sont super précis, ou par exemple, quelqu'un qui est en réathlétisation, qui ne peut pas s'entraîner, il va venir travailler avec moi en visualisation sur des séquences de performances très précises qui sont travaillées à l'entraînement par les autres. Nous, on les travaille par l'esprit parce que finalement, pour le mental, de faire et d'imaginer, c'est quasiment la même chose. Mais en tout cas, donc là, on va être très précis sur le temps. Par exemple, sur une foulée, il y a beaucoup de précision. Évidemment, pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, je ne vais pas entrer dans ces précisions-là, mais je propose parfois le même type d'exercice pour faire... C'est un peu une rencontre avec soi-même, de voir de quoi... si on donne l'exemple aussi à quelqu'un de mettre le bras très loin derrière lui, le plus loin possible sans se blesser, de prendre la marque d'où va son bras, il va enregistrer ça et je vais lui dire de fermer les yeux. Et vraiment très basiquement, normalement ça se fait avec beaucoup plus de cadres que ça,
d'imaginer que le haut de son buste est capable de faire tout le tour de son corps et que par là, son bras fait des tours comme ça, on va dire au moins 5 fois, à une vitesse qui est naturelle pour le corps de cette personne. Lorsqu'il va réouvrir les yeux, qu'il va reprendre la marque de l'endroit le plus loin où son bras peut aller, il va gagner des centimètres. C'est assez frappant. Ouais. Donc, la reconnexion par le mental, par l'hypnose, elle est intéressante pour tout le monde. Alors justement, parlons d'hypnose parce que dans le titre de votre fiche, les gens vous ont trouvé dans l'index par hypnothérapeute. Et d'abord, un mot sur la genèse de l'hypnose dans votre vie. C'est lors d'une opération que vous découvrez l'hypnose ? Alors j'étais toute petite, alors c'est pas moi, mais quelqu'un qui m'était très très cher, qui a dû être opéré et cette personne était fragile. Donc on lui explique que le protocole de l'opération classique, anesthésie, alors moi je ne suis pas médecin, hein, mais en tout cas le protocole de l'opération n'était pas possible pour elle. Elle souffrait tellement, moi je devais avoir 7-8 ans, qu'elle décide quand même de se faire opérer. Elle dit qu'elle a trouvé quelqu'un qui peut pratiquer l'hypnose au bloc. Donc à l'époque, c'était un truc... c'est lunaire. Donc tout mon entourage a dit que c'était dingue, trop dangereux, etc. Et moi, j'avais très très peur pour elle. Et donc elle a pris le parti, pour me rassurer, de m'emmener avec elle voir cette personne lors de son rendez-vous anesthésie, enfin de ce mode-là, quoi. Et j'ai trouvé ce monsieur, il m'a vraiment expliqué. C'était pas un cours magistral, c'était passionnant. Il a choisi les bons mots. Et c'est de là aussi que j'ai compris plus tard que d'expliquer les choses, c'était quand même un truc assez avec incroyable. Pédagogie, avec beaucoup de pédagogie, évidemment. Donc vous découvrez effectivement cette discipline, l'hypnose, cette approche. Il m'explique, je vois ma personne de cœur se faire opérer. Bon, j'étais un peu suspecte. Il m'avait expliqué, j'avais trouvé ça génial, mais l'opération n'avait pas été faite. Mais lorsqu'elle est revenue, d'abord, convalescence 3 fois plus vite que les autres. Et tout s'était ultra bien passé. Et à partir de là, je lui ai demandé de m'acheter des bouquins. Il n'y avait presque rien. Mais les petites choses qui existaient, je les ai lues. J'ai assisté à quelques conférences. Et puis, dès que j'ai été en âge, je me suis formée. Alors moi, j'étais universitaire à l'époque. J'étais en psycho. Donc, j'ai choisi un peu l'optique de rester à l'université. Et le diplôme de préparateur mental aussi, c'est un diplôme d'université. Et voilà. Et pendant la phase où j'ai découvert cette pratique et la phase où j'ai commencé à me former, il s'est quand même passé beaucoup de temps, pendant lequel je faisais plein d'expériences sur mes petits cousins. Et j'avais l'impression que, basiquement, mon petit cousin, qui était un peu sous ma protection, que j'aimais beaucoup, qui était assez fragile, je le trouvais apaisé quand je lui parlais. Et donc, je me dis, il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable. J'avais l'impression que je le réconfortais. Et puis, on me l'a dit souvent après, que je libérais la parole, que je faisais des choses assez douces et assez réconfortantes. Et donc après, j'ai été plus vers le didactique et pour avoir les vrais outils. En tout cas, quand on parle on a vu qu'il y a évidemment les mots performance, ça c'est plus pour la dimension effectivement sportive probablement, mais quand on parle de gestion du stress, de la thérapie de couple, alors comment un préparateur mental peut intervenir dans une vie de couple ? Alors je ne peux pas parler pour les autres, mais en tout cas, moi, je n'interviens pas dans la vie de couple. Si je travaille le couple en dehors du sport, là, il arrive que j'ai des couples qui viennent ensemble. Et donc, c'est assez extraordinaire parce que il y a un partage de sessions hypnotiques parfois ensemble. Et on a des expériences qui sont assez incroyables. En revanche, en préparation mentale, j'ai
j'ai ma formation un peu axée sur le lien, la sexualité, etc. Et si un des athlètes rencontre des difficultés, je ne vais pas recevoir son couple, mais m'ouvrir à ses questions, à sa problématique. Et souvent, la question se pose par rapport à un échec, une contre-performance, et on vient aborder ce sujet-là qui, selon la personne, parfois explique ce qui s'est passé sur le terrain. Je vais pas bien, voilà, la maison, ça va pas. Mais ça veut dire que, parce que là, vous revenez tout le temps sur les athlètes, c'est-à-dire que vous occupez spécifiquement C'est la plus grande des... partie, c'est la plus grande partie de athlètes mon travail. Mais j'ai vraiment, mon métier de cœur, c'est vraiment l'humain. Donc, j'ai une passion pour le mental. Le mental dans la performance me passionne. Je pense que je n'en finirai pas d'être passionnée. Donc, c'est une grande partie de mon travail. Mais je maintiens tout le temps, toujours, et j'espère pour toujours, mes séances. Il y a aussi une grande partie de mon travail qui est dédiée à des questions plus courantes en hypnose, comme les phobies, le tabac, etc. Donc non, la vie a fait que, ce sont des rencontres qui ont fait que je me suis dirigée en termes de temps plus vers le sport. Et aussi peut-être parce que j'ai une approche un peu plus globale de la prépa mentale, qui fait que c'est plus facile aussi. Quelqu'un qui il sait que je connais toute sa vie. Je ne suis pas là que pour travailler sur la performance, qui peut être une pression à la fin. Il va être plus confortable pour me dire voilà, là il y a quelque chose. Et aussi parce que j'ai suivi quand même pas mal de formations sur ces sujets-là, quoi. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Alors quand on parle aussi, vous mettez le choc émotionnel. Vous parlez de choc émotionnel dans votre vie, ces chocs qui ont été, évidemment à l'époque où vous les avez vécus, par définition difficiles à vivre, mais qui ont été salvateurs quelque part, parce qu'ils vous ont permis d'être l'accompagnante que vous êtes aujourd'hui, la thérapeute que vous êtes. On peut en parler de ces chocs émotionnels ? Oui, j'ai eu une vie, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai eu une vie assez violente, on va dire. Violente physiquement ? Ouais, il y a eu dans ma vie beaucoup de choses sur lesquelles j'ai dû travailler et pour lesquelles, vraiment, avec un peu de recul, je me dis, si je n'avais pas eu l'auto-hypnose, parce que je fais beaucoup d'auto-hypnose, l'hypnose, les gens qui m'ont accompagnée et avec qui j'ai été ouvrir ces fameuses portes que j'aurais préféré laisser fermer à un moment donné parce que je flippais quand même de réouvrir tout ça. Oui, je pense que ma vie aurait été beaucoup plus complexe. Et c'est aussi sûrement pour ça que, alors petite fille, le sport, le mental, l'hypnose et mon truc dans la cour d'école, c'était les couples en fait. J'aimais savoir les histoires, comment vous... Ah non, mais ne vous séparez pas. Ah bah si, en fait, c'est peut-être mieux. Enfin, j'étais vraiment... L'amour, le lien, l'amitié a toujours eu une grande place dans ma vie. Et alors je ne sais pas si c'était... En tout cas, c'est le chemin que j'ai eu.
c'est ce chemin-là qui m'a fait les liens en eux-mêmes. C'est ce qui m'a fait le plus souffrir. Donc, il a fallu que je travaille. Et une fois que j'ai eu, ce qui m'a pris beaucoup de temps, quand j'ai estimé que ces portes, elles s'ouvraient, je retournais dans ces pièces à l'intérieur de moi où j'avais été cabossée. J'étais capable d'y retourner en avançant même un peu plus loin dans un autre espace. Là, je me suis dit, je pense que mon expérience... Alors, c'est très clivant, cette idée, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben, t'as beaucoup souffert, alors est-ce que tu vas pas aller venir faire... est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont se raviver en toi, ou est-ce que tu vas pas être trop fragile pour revivre ces expériences. Accompagner Moi, je n'ai pas cette opinion-là. Je suis quelqu'un de très sensible, mais ma sensibilité, elle va être là aujourd'hui. Quand je travaille, ma posture est professionnelle et ça ne m'empêche pas parfois d'avoir vraiment des... Vraiment, je suis parfois choquée, touchée, troublée par des histoires. Et je pense que tout le monde doit être comme ça. En tout cas, j'imagine. Mais non, pour moi, ça a été une force dans le sens où je ne suis pas dans le jugement, où j'arrive à garder peut-être aussi une posture en me disant, voilà, il y a des choses qui sont... on a tous un chemin de vie et aussi, j'ai parcouru des trucs un peu compliqués. Et pour autant, je suis là, j'écoute... la notion aussi de ne pas trouver des solutions à tout parce que ce n'est pas possible, mais d'être dans le lien humain, pour moi, c'est capital. Et voilà. Et de créer du lien aussi. On n'a pas... c'est pareil, c'est assez clivant. Les gens peuvent dire en accompagnement, il ne faut pas créer de lien. Moi, je ne sais pas faire ça. Ah oui? Non. C'est vrai que souvent, il y a beaucoup de thérapeutes ou d'accompagnants de vie qui mettre une distance, justement, avec le client ou avec un patient, peu importe. Vous, non? Je mets une distance, mais j'ai quand même un lien. Il y a des gens avec qui je garde ma posture professionnelle. Ce pas des gens que je vois en dehors de l'accompagnement, mais c'est quand même des personnes que je connais la plupart toute leur vie. Ah oui. Parfois, des gens que je connais depuis des années. Oui, mais ça pourrait s'arrêter à la porte du cabinet, c'est ça que je veux dire. Mais c'est quand même un lien. C'est-à-dire que parfois, il y a des cabinets dans lesquels on entre et ça va durer 20 minutes et la personne qui est en face de vous, vous l'avez vu quand même 10 fois, hein, ou 20 fois, je ne sais pas, mais il ne sait rien de vous. Le lien n'a pas été créé. Et parfois, il y a des lieux où on entre et pourtant, il ne se passe rien en dehors de ce lieu, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a une connexion. Et vous cherchez cette connexion-là? Je ne la cherche pas, mais je pense... Je ne serais pas... je suis pas sûre de pouvoir travailler autrement que comme ça. Elle est là quand... il y a très très peu de fois où elle n'est pas là. Et d'ailleurs, quand elle n'est pas là, je m'autorise à dire à la personne que je ne suis pas sûre qu'on va bosser ensemble. Ouais, le bon accompagnant, ouais. Mais ça veut dire que vous absorbez, parce que c'est ça en fait, hein, c'était d'être ce côté un peu hyper empathique qu'il peut y avoir parfois, et ça veut dire que vous absorbez un petit peu toutes les émotions comme une éponge, un buvard qui va... En tout cas, je les découvre parfois en même temps que la personne avec qui je suis. Je les absorbe, heureusement pour moi et malheureusement pour la personne, sûrement pas comme les gens les traversent, mais je m'y connecte. Par exemple, quand je travaille l'hypnose, je ne travaille pas avec des scripts tout prêts. Donc, je crée mon histoire à travers l'histoire de la personne. En fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous entendez ou ce que vous voyez. De la posture, etc. Ouais. Donc, forcément, quand on part vers une session, moi, je suis ultra embarquée dans l'histoire aussi. Et je ne sais pas, hein, j'ai pas mal de potes qui sont hypno aussi, on en discute souvent, on est un peu tous quand même dans ce cas-là où... je pense qu'on sait aussi se protéger.
voilà, reprendre. Moi, je reprends. Il y a des moments où je suis Sandrine et je suis avec moi et je prends beaucoup soin de moi. J'ai pas mal de petits rituels pour me prioriser, parce que je me priorise quand même. Mais ça me paraît assez compliqué de ne pas avoir un lien. Qu'est-ce qui vous fascine le plus alors dans le mental et l'inconscient ? Cette capacité à... Alors, il y a deux choses. C'est la faculté qu'ont les gens à mettre le mental de côté, alors que c'est une partie incroyablement importante de nous. Et cette puissance magique d'être malléable, de pouvoir nous faire aller dans notre imaginaire, de pouvoir nous activer, nous rendre plus calmes, nous faire performer. Mais vous voyez, j'aurais dit l'inverse, parce que quand je vous ai posé la question sur qu'est-ce qui vous fascine le plus entre le mental et l'inconscient, dans le mental, vous dites la faculté que les gens, ou la facilité que les gens ont à mettre le mental de côté. J'aurais dit l'inverse. C'est la difficulté avec laquelle, justement, on n'arrive pas à faire abstraction de ce mental qui est omniprésent. On entend toujours ça. Mais à s'en occuper, à aller le voir vraiment, ça veut dire que parfois, le mental, oui, on va être dans une rumination, à revoir des schémas qui sont invalidants, etc. Mais d'aller modifier un état de conscience, de se retrouver à l'intérieur de nous et d'aller observer ce qui se passe, comment les choses sont construites, quel est notre décor interne, quels sont nos besoins. On dit souvent que quand on travaille avec les enfants, on se dit un enfant, il ne sait pas vraiment quels sont ses besoins. Demander à un adulte quels sont ses besoins, la question, elle est beaucoup plus difficile qu'on ne pense. Moi, j'ai des réponses qui mettent beaucoup de temps à arriver. D'ailleurs, parfois, je sors des petites cartes qu'au départ, j'utilisais avec les enfants et je les utilise avec les adultes. Ouais. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris la question, Marc. Non, la question, c'est entre le mental et l'inconscient. Non, c'est-à-dire qu'on passe notre temps ici à entendre dire ou à trouver des techniques qui permettent de faire taire un peu ce mental qui est extrêmement envahissant. Okay. Et vous dites que vous êtes assez fasciné par de voir que dans vos consultations, en tout cas les gens qui font appel à vous, ils ont une faculté à faire l'inverse, c'est-à-dire à faire abstraction de ce mental. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, je pense que j'avais pas... C'est là où... Oui, en fait, je pense que... moi, je voulais vous partager cette idée que, en fait, autour de nous, en tout cas, les gens qui sont pas... qui ne pratiquent pas forcément l'hypnose ou la méditation ou des choses qui permettent de s'ouvrir et de se relier à soi. Culturellement, par exemple, en France, le fait d'aller de se préoccuper du mental, par exemple d'expliquer aux enfants comment marche leur cerveau, c'est pas quelque chose de très courant. Et c'est dans ce sens-là que je vous disais, on a l'impression, oui, que les gens, le mental, c'est pas... On parle du corps, et quand on parle du corps, on parle pas du corps aligné, du corps qui nous enseigne quelque chose ou qui veut nous envoyer une information. On parle du corps parfois esthétique, bien sûr dans la santé, le corps performant. Mais en tout cas, le fait que le mental soit mis de côté, je l'entendais dans le sens où quelqu'un qui va mal, qui va se casser une jambe, il y a tout un protocole. On n'aurait pas l'idée de ne pas aller voir un médecin, de ne pas se faire opérer, de ne pas avoir un plâtre. Si demain vous avez un gros choc, une grosse rupture sentimentale, on vous dit, ça fait partie de la vie, ce qui est vrai, mais ce qu'il y a autour de ça, en termes de... Il n'y a pas de chose vraiment guidée, un chemin dans lequel on va vous dire, voilà. Ou alors on va vous dire des choses toutes faites. Alors, je ne fais rien contre TikTok, mais
des choses qui sont parfois un peu trop simples et c'est intellectualisé un peu trop rapidement. Mais en tout cas, il n'y a pas un protocole pour l'esprit qui permet aux gens d'aller... Encore une fois, on ne fait jamais la promesse de « tu vas te sentir mieux après cette rupture parce que ça y est, tu fais de l'hypnose avec moi ». Mais en tout cas, on va ouvrir une porte de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pas une baguette magique. Hein. Pour moi, c'est une baguette magique, mais si on entend baguette magique dans le sens cette baguette va tout résoudre, oui, bien sûr que non. Mais elle est magique dans le sens où elle vous ouvre des portes incroyables. Qu'est-ce que vous aimeriez, Sandrine, qu'on retienne de vous ? Que je suis quelqu'un de passionné, que c'est hyper important, oui, d'être animé par ce qu'on aime. Mais je pense qu'il faut avoir aussi des connaissances, un bagage, c'est sûr. Que j'aime l'humain, que c'est très important pour moi. Alors, ça ne fait pas moi quelqu'un de trop empathique, mais d'explorer à deux les douleurs ou les parcours un peu plus houleux de quelqu'un, c'est toujours moins effrayant que de le faire seul. Et voilà, et que l'hypnose, ça fait partie des choses les plus magiques de la vie. Et magique ne veut pas dire que ça résout tout. Que ça résout tout, on est bien d'accord. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Sandrine. On peut travailler à distance ? Oui, absolument. Oui, bien sûr. Oui. En visio, oui. Vous faites même des séances d'hypnose en visio, j'imagine ? Oui, c'est vraiment les personnes qui choisissent. J'ai beaucoup quasiment tous mes rendez-vous sont en visio. Et si en présentiel, il faut venir à Clermont ? Oui, ou parfois je suis à Paris. À Paris aussi. Bon, voilà, on va mettre évidemment autour de la vidéo tous ces liens. Avec vous, en préparateur mental, je pense que cette équipe de basket sera championne du monde. J'espère. J'ai pas l'équipe, Marc. J'ai que quelques sportifs. Et vraiment pas beaucoup. Bon. Parce qu'ils demandent beaucoup de temps. De temps, oui, clairement. Merci en tout cas. Merci infiniment, Sandrine. Merci. On met tous les liens pour entrer en contact donc, avec Sandrine si vous avez besoin d'un accompagnement, que vous soyez en couple, que vous soyez chef d'entreprise aussi, que vous ayez besoin de ce mindset qui vous permet justement d'avoir une autre vision de la vie, une autre approche de votre vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, sociale et autres. Ben voilà, vous pouvez faire appel à un préparateur mental en l'appelant.